Bonsoir Jordan Bardella. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de votre invitation. Vous avez suivi avec attention l'intervention du président de la République. Il vous a renvoyé dans le camp des irresponsables, des cyniques, des organisateurs du chaos. Je pense qu'un président de la République ne devrait pas dire cela. Et quand on est le garant de la Constitution française, quand on est le garant du bon fonctionnement de la démocratie et de la cohésion nationale, on ne peut pas passer son temps à injurier les millions de Français qui sont en désaccord avec la politique qu'on mène depuis 7 ans. Lorsqu'on renvoie systématiquement le Rassemblement national, et en l'occurrence la gauche, à un front anti-républicain, d'abord c'est faire fi de la réalité de la nouvelle donne politique, puisque aujourd'hui 2/3 du Parlement, c'est pas moi qui l'ai voulu, ce sont les Français, est composé à la fois de députés du Rassemblement national et de gens qui ont été élus sous les couleurs de la NUPES. Et parallèlement à cela, à partir du moment où on conteste le budget qui est décidé par un gouvernement, qu'une motion de censure est votée, c'est pas anti-républicain. C'est précisément prévu par la Constitution. Donc, il considère que vous faites ça uniquement, non pas en pensant aux Français, à leur quotidien, mais en pensant à la présidentielle. C'est ce que dit le chef de l'État. Mais moi, je vais quand même le remercier parce qu'il nous fait un aveu dans son allocution où il n'a pas dit grand-chose. D'abord, il démonte totalement la rhétorique des peurs qui est agitée depuis 3-4 jours par l'ensemble des personnalités politiques de son camp. Il dit que l'État va continuer à tourner évidemment et qu'on va très vite, à partir du moment où on aura un nouveau gouvernement, se remettre autour de la table pour poursuivre les discussions budgétaires. C'est précisément l'état d'esprit dans lequel je suis et dans lequel nous sommes avec Marine Le Pen et le Rassemblement national. Mais il dit, on ne réglera pas les problèmes du pays avec plus d'impôts et plus de normes. J'y vois donc là une critique très acerbe du budget qui a été proposé par Michel Barnier. Il parle effectivement de front anti-républicain et il revient sur cette alliance que certains considèrent comme contre-nature entre le Rassemblement national et la France insoumise, considérant que vous avez voté une motion de censure qui insulte vos électeurs. Madame, l'alliance qui est indigne et qui nous a plongé dans une situation d'incertitude politique à minima d'ici à de prochaines élections législatives l'an prochain, c'est l'alliance contre-nature qui a été faite entre les macronistes et le nouveau Front populaire lors des élections législatives. Permettez-moi de vous rappeler que pour nous empêcher d'avoir 289 sièges à l'Assemblée nationale, nous avions réalisé 34% des voix au premier tour. Je conduisais la campagne des élections législatives. Emmanuel Macron a retiré ses candidats. Le nouveau Front populaire de Jean-Luc Mélenchon a retiré ses candidats pour présenter des candidats uniques au second tour pour nous empêcher d'obtenir une majorité. Donc ce qui est indigne, ce qui est contre nature et ce qui a provoqué l'incertitude politique que nous connaissons depuis le mois de juin, depuis le mois de juillet, date des élections législatives, c'est précisément ces alliances contre nature qui ont eu lieu. Mais comment vous leur expliquez à vos électeurs, Jordan Bardella? Qu'est-ce que vous leur dites à vos électeurs qui vous voient, au fond, faire cause commune avec la France insoumise? Madame, on ne fait pas cause commune. C'est soit être de mauvaise foi, soit méconnaître le fonctionnement des institutions. Quand on vote une motion de censure, dans l'histoire de la vie politique française, il y a des motions de censure qui ont été votées par des partis politiques très différents. Moi, je me souviens que en 2018, lorsqu'il y a une motion de censure qui est déposée par un groupe à l'Assemblée nationale contre le gouvernement d'Édouard Philippe suite à l'affaire Benalla, vous avez des insoumis et des députés des Républicains qui votent cette censure. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord sur le fond, ça ne veut pas dire qu'ils partagent la même vision de la société. Le même objectif. Ça veut en tout cas dire qu'ils partagent la même défiance à l'égard du gouvernement, mais qui est celle de millions de Français, puisque dans toutes les études d'opinion qui ont été faites, il y a 3/4 de nos électeurs, 3/4 des électeurs du Rassemblement national qui plébiscitaient et sollicitaient cette défiance. Je veux dire, en 1990, quand on a une défiance qui est proposée, qui est mise aux voix à l'Assemblée nationale face au gouvernement Rocard, ce texte est voté par des communistes et voté par des gens de la droite. La motion de censure qui a fait tomber Pompidou en 62, elle est votée par des gens du centre, elle est votée par des gens de la gauche. Donc il n'y a pas d'alliance, madame. Mais on a le droit d'exprimer une défiance à l'égard du gouvernement, de trouver que ce budget est mauvais et de vouloir maintenant très vite accueillir un nouveau gouvernement. Alors, on va en parler et du se nouveau mettre autour gouvernement, de mais la sur table pour votre poursuivre la démarche, discussion vous budgétaire. êtes parfois difficile à suivre. Vous avez déclaré lors de l'arrivée de Michel Barnier que vous ne vouliez pas de désordre institutionnel, que vous n'engagez pas de censure sans réflexion, que vous étiez une opposition responsable. On nous disait, c'est ça, le nouveau Rassemblement national. On vous retrouve du côté du désordre institutionnel. Madame, pardon, c'est pas Emmanuel Macron que vous avez en face de vous. Je ne suis pas au pouvoir depuis 7 ans. Ce n'est pas le Rassemblement national, qui est responsable d'un État qui a les records de déficit public, les records du déficit commercial, les records de dette
et dont les décisions politiques, celle de la dissolution organisée en 3 semaines et les accords de second tour qui ont privé le pays d'une majorité, ont fait monter notamment les taux d'intérêt cet été. Donc, nous sommes arrivés au mois de septembre en indiquant, et contrairement à la gauche, que nous ne souhaitions pas une censure a priori de Michel Barnier. On a dit, on veut être constructif. On veut faire avancer le pays et on veut être capable de défendre ce qui nous apparaissent être les aspirations naturelles de nos électeurs, la protection de leur pouvoir d'achat, la défense de nos entreprises, de nos TPE-PME et la remise en ordre des comptes de l'État face à des gaspillages d'argent public qui font qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui payent toujours plus d'impôts dans notre pays et qui se demandent où passe notre argent. Soit dit en passant, je pense que si les Français qui nous regardent ce soir savaient où allait une partie de leurs impôts, il y aurait une révolution demain matin. Mais vous considérez que cette censure ajoute madame, de la stabilité institutionnelle? Vous ne considérez pas que cette censure crée du désordre? Et est-ce que vous avez à cœur ce soir de vous en expliquer face aux Français, madame, qui sont 8 désordre Français sur 10, qui sont 8 sur 10 à considérer que c'est une situation qui est inquiétante? Est-ce que vous avez à cœur parce que de vous les inquiétez par ce rassurer type de propos, et je ne vous vise pas personnellement, mais j'entends moi depuis 3 jours que si le gouvernement tombait, ça serait la guerre civile. On a un gouvernement dont pas grand monde n'est capable de citer les noms de plus 3 ministres qui s'en va ce soir, un autre va arriver très vite, on va se remettre autour de la table. Je pense que la censure, si vous voulez, c'est pas la route vers le désordre. C'est une nouvelle étape de la vie démocratique. Donc on va se mettre autour de la table et reprendre la discussion budgétaire. Mais pourquoi on en est là ? Ça n'est pas sans conséquence, par exemple, pour les agriculteurs qui vous regardent peut-être ce soir, qui sont dans une situation délicate. On le sait, ils sont en mobilisation depuis des mois. 400 millions d'euros qui étaient prévus dans ce budget qu'ils ne trouveront pas. Un exemple très concret, qu'est-ce que vous leur dites à eux? Cette censure leur coûte. Ça n'est pas vrai, madame. Je leur dis que, et ils le savent bien parce que nos agriculteurs sont dans les rues du pays depuis maintenant plusieurs semaines. Ils se sont mobilisés en début d'année 2024 parce qu'ils n'arrivent plus à vivre de leur travail, parce qu'ils sont mis en concurrence avec des produits qui viennent du bout du monde et qui ne respectent aucune des normes qu'on leur impose, et parce qu'ils ne supportent plus l'ivresse normative dans laquelle sont plongés à la fois l'État français et le Parlement européen, qui produit de la norme, et qui fait qu'aujourd'hui on a beaucoup de nos agriculteurs qui passent davantage de temps à faire de la paperasse plutôt que d'aller sur le terrain. Donc, ça n'a rien à voir. Non, mais pardon, ça n'a rien à voir. Pardon, ça n'a rien à voir avec Michel Barnier, en l'occurrence, ou les décisions qu'il aurait pu prendre et qui n'ont pas été prises. Dans ce budget, il y avait notamment une prévision de 13% de baisse des crédits à l'agriculture et notamment des crédits à l'innovation sur les politiques agricoles. Moi, je dis une chose très simple. Nous avons protégé le pays d'un budget récessif. Et moi, je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise qui n'auraient pas compris, les chefs d'entreprise sont extrêmement inquiets des augmentations de 40 milliards d'euros d'impôts, dont 20 milliards sur les entreprises qui étaient prévues par ce budget. Ils sont extrêmement inquiets de l'augmentation des taxes sur l'électricité. Oui. Ils sont extrêmement inquiets, madame, de l'augmentation du coût du travail prévu par ce budget que nous avions censuré. Je pense que ce budget était un budget qui aurait conduit le pays à une récession économique. Jordan et je suis Bardella, extrêmement vous leur fier d'avoir censuré un budget qui est un budget de punition pour les classes populaires et qui est un budget de récession pour nos entreprises, qui aurait eu des conséquences très lourdes, madame, sur l'activité économique et sur la croissance. Aux chefs d'entreprise, vous n'en avez pas croisé un seul qui vous a dit non, pas la censure, n'ajoutez pas du désordre à l'absence de croissance économique? Vous n'avez pas croisé un chef d'entreprise qui vous a dit ça? Les chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'ils disent, les chefs d'entreprise? Ils disent que le coût du travail, il est trop élevé. Et Michel Barnier, il vient leur dire, avec ce budget, nous allons augmenter le coût du travail, alors que nous avons déjà l'un des coûts du travail les plus élevés de l'OCDE. Les chefs d'entreprise, ils ne veulent pas 20 milliards d'euros de fiscalité supplémentaire, dont des taxes sur le Made in France, qui va favoriser la concurrence déloyale. Les chefs d'entreprise, madame, ils ne veulent pas le rabot sur les aides à l'apprentissage. Donc, en réalité, parce que je soutiens la croissance, parce que je veux refaire de la France un pays de producteurs, de production, que je veux être en soutien de l'activité économique, eh bien, nous avons protégé le pays d'un budget qui visait spécifiquement le pouvoir d'achat de nos compatriotes et les entreprises françaises. Donc, c'est un choix précisément de responsabilité que nous avons fait. Et il y a beaucoup d'organisations économiques qui, ont été quand même extrêmement timides pour venir défendre ce budget. Vous dites je, Jordan Bardella. Vous êtes candidat à Matignon ? La dernière fois qu'on s'était vu pendant les législatives, c'était pendant les élections législatives, parfaitement. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Je continue le combat. Je veux dire, et je vais vous dire, quand je vois la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, je me dis que c'est peut-être la première fois, compte tenu du fait que nous avons aujourd'hui 143 parlementaires avec nos alliés d'Éric Ciotti à l'Assemblée nationale, que le vote Rassemblement national s'est traduit concrètement, non plus seulement de manière utile pour nos idées, mais de manière efficace dans les actes. Et moi, je ne peux pas retourner demain matin devant nos électeurs et leur dire que j'ai laissé passer un budget qui prévoyait de dérembourser des médicaments,
qui prévoyait d'alourdir le malus sur l'automobile. Ça, vous l'aviez obtenu, hein, le déremboursement des médicaments, vous l'aviez obtenu. Le malus sur l'automobilisme, mais il y a un problème d'équilibre général dans ce budget, madame. Et en l'occurrence, un budget qui n'est bon ni pour la France du travail, ni pour les entreprises, n'est pas un bon budget. Et quand le président de la République lui-même dit en creux que la solution dans le pays ne passera pas par plus d'impôts, eh bien, je pense que Michel Barnier a dû avoir les oreilles qui sifflent. Enfin, je veux dire, rendez-vous compte qu'il n'y a personne en France pour venir dire du bien de ce budget. C'est peut-être que ce budget, il n'est pas si parfait. Et qu'entre les propos qu'on a sur les plateaux de télé et la réalité économique du pays, eh bien, il y a un décalage. Quand vous voyez la une de The Economist, magazine britannique, on va la voir dans un instant, vous dites que c'est une censure qui affaiblit aussi l'image de la France. Quand vous attendez que Ursula von der Leyen est à Montevideo et qu'elle va sans doute signer le Mercosur, qui est un traité de libre-échange, parce que c'est aussi un affaiblissement de la France, cette motion de censure, cette instabilité politique. Vous assumez vos responsabilités? Madame, pardon, mais je ne suis pas au pouvoir. Nous n'avons pas, avec Marine Le Pen... ce gouvernement. Mais pourquoi? Parce que le budget 2025 s'apprêtait à être pire que le budget 2024. Sur la place de la je France, ne suis pas responsable, madame, de la multiplication par 2 en 7 ans du prix de l'électricité, qui a créé les conditions d'une désindustrialisation et du départ d'un certain nombre d'entreprises. Je ne suis pas responsable de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, dont il n'y a pas de cap clair et de majorité claire à l'Assemblée nationale, qui fait qu'aujourd'hui, les formations politiques doivent se mettre autour de la table pour débattre d'un budget où il faut tenir compte des aspirations des différents mouvements politiques. Et c'est ce que n'a pas fait Michel Barnier. On y vient. Et maintenant, pardon de vous le dire comme ça, on fait quoi? Qu'est-ce que vous proposez, Jordan Bardella? Alors, le président de la République, et je regrette qu'il ne l'ait pas fait ce soir, va nommer très prochainement, si j'en crois sa déclaration, un nouveau Premier ministre. Moi, je souhaite que ce nouveau Premier ministre, il puisse nous recevoir très rapidement, qu'il puisse recevoir les présidents des groupes parlementaires, qu'il puisse recevoir les chefs de parti, et que chaque force politique représentée au Parlement puisse faire connaître ses lignes rouges. Moi, je les ai exprimées très clairement. Ce sont toujours les mêmes? Ce sont toujours les mêmes. Pas d'augmentation de taxes sur l'électricité dans un contexte où il y a beaucoup de Français qui n'arrivent plus et qui, l'an dernier, ont échoué, n'ont pas réussi à se chauffer parce que l'électricité a augmenté de manière considérable. Pas de déremboursement de médicaments. Nous voulons aussi qu'on s'attaque à des tabous dans la mauvaise dépense de l'État, parce qu'un budget, si vous voulez, qui fragilise le pouvoir d'achat et la vie économique du pays, mais qui ne fait pas les économies dans la mauvaise dépense publique, c'est pour moi un budget socialiste. Voilà, Michel Barnier, il a produit, pourtant issu de la droite, un budget qui est un budget socialiste. Donc, je souhaite qu'on puisse... C'est à prendre ou à laisser. Ces lignes rouges, il y a eu un peu de confusion dans cette négociation avec Michel Barnier. Sur le « et le « ou », etc. On ne va pas refaire le film. Est-ce que ce que vous venez d'évoquer ce soir, c'est à prendre ou à laisser? C'est l'ensemble de ces lignes rouges? Ou est-ce que vous êtes prêt à des compromis? Que faut-il entendre quand Marine Le Pen dit « nous allons co-construire un budget qui soit acceptable par tous ». Nous avions proposé il était travaillé sous la responsabilité de nos parlementaires, notamment de Jean-Philippe Tanguy, un contre-budget qui présentait, qui était enrichi de 67 mesures. Nous, on a été très humbles et très modestes, et par esprit de construction, de compromis, on est arrivé devant le Premier ministre, Marine Le Pen comme président de notre groupe, avec une dizaine de mesures qui nous apparaissaient des mesures fondamentales, notamment la réindexation de toutes les pensions de retraite au 1er janvier sur l'inflation, parce qu'il ne faut pas nier la souffrance sociale dans laquelle sont aujourd'hui beaucoup de nos retraités à qui le gouvernement souhaitait notamment dérembourser des soins, la chasse à des mauvaises dépenses dans le budget de l'État. Donc ces 10 lignes rouges, on est arrivé et on les a présentées à Michel Barnier. Et on refera la même chose devant un nouveau Premier ministre. Sinon, ce sera la censure de nouveau? L'idée, si vous voulez, c'est pas de faire tomber un gouvernement tous les 3 jours. La censure, c'est un acte politique. Maintenant, il faut que chacun y mette du sien. Vous aussi. Et nous, on y a mis du nôtre, puisque sur un contre-budget de 67 mesures, on en demande 10. Donc, je sais que la situation n'est pas simple. Nous savons que le nouveau gouvernement qui sera chargé de conduire la politique du pays arrive dans un contexte qui est difficile parce qu'il n'aura pas de majorité à l'Assemblée, pas de légitimité démocratique par définition, mais il doit quand même venir face à nous et demander quelles sont les aspirations de nos millions d'électeurs. Moi, je ne supporte plus cette démocratie où les millions de Français qui votent pour le Rassemblement national ne sont jamais écoutés, ne sont jamais entendus. Donc, par cet acte politique, nous avons fait respecter nos électeurs, nous avons fait respecter ce pourquoi nous avons été élus, et nous sommes parfaitement prêts à ouvrir une nouvelle étape de la vie démocratique du pays et à discuter avec le nouveau gouvernement en faisant connaître nos lignes rouges, la protection du pouvoir d'achat, la défense de nos intérêts économiques et la lutte contre la mauvaise dépense. Vous iriez jusqu'à dire que votre objectif désormais, c'est la stabilité? Ça a toujours été la stabilité, madame.
Vous vous en souvenez, lorsque vous aviez eu la gentillesse de me recevoir pendant les élections législatives, j'avais dit, nous avons fait 34% des voix au premier tour. Si la Macronie et les mélenchonistes s'allient au second tour en désistant leurs candidats pour me priver d'avoir 289 députés sur lesquels m'appuyer à l'Assemblée nationale, ça sera le désordre institutionnel pendant à minima 1 an. Ils ont fait, Emmanuel Macron, Gabriel Attal, le choix de l'incertitude, le choix de l'instabilité. Et précisément, en empêchant un budget de récession de se mettre en place, je préserve la stabilité du pays. L'alliance des extrêmes pour faire tomber Barnier, l'alliance des extrêmes pour faire tomber Macron. C'est quoi ça votre objectif? Non, mais d'abord, moi, je ne me sens pas d'extrême droite. Donc, je veux bien que... D'ailleurs, j'ai écrit un livre pour cela, ce que je cherche aux éditions Fayard. Les Français pourront me lire, ils pourront regarder ce que je dis à l'intérieur. Je pense que je défends, ce sont des idées de bon sens. Je ne défends rien d'extrême lorsque je demande à un Premier ministre de renoncer à augmenter les taxes sur l'électricité. Alors, l'alliance avec la France Insoumise pour faire tomber Michel Barnier, l'alliance avec la France Insoumise et la gauche pour faire tomber Emmanuel Macron. Est-ce que c'est l'objectif? Non, c'est pas l'objectif, madame. Moi, je n'appelle pas la démission du président de la République. Je suis respectueux des institutions. Pardon, mais la motion de censure, elle fait partie des outils constitutionnels. Et le président de la République, il a été élu pour un 2e mandat jusqu'en 2027. Maintenant, il dit qu'il restera jusqu'au bout, d'ailleurs. Mais il respecte le mandat que lui ont donné les Français. Et moi, je respecte ce mandat que lui ont donné les Français, même si j'aurais préféré qu'il nous l'accorde. Mais je dis une chose, c'est que, attention, parce que si on refuse de prendre en considération les différentes formations politiques et que nous entrons dans un temps d'incertitude beaucoup plus grand, alors les regards se tourneront vers Emmanuel Macron. Moi, je lui ai dit lorsqu'il a reçu les chefs de parti. C'est pas une mise en garde, madame. Je n'appelle pas la démission du chef de l'État. Mais je dis une chose très simple. C'est que quand on est le garant de la Constitution, quand on est le garant de la souveraineté de la France, quand on est le garant de la cohésion sociale, alors il faut respecter tous les Français. Il faut respecter toutes les formations politiques. Et on ne peut pas, au motif qu'on n'aime pas le Rassemblement national, le Rassemblement national a rassemblé 11 millions de Français, le mettre de côté, nous traiter avec mépris et traiter nos électeurs comme s'ils étaient des citoyens de seconde zone. Et à force de monter les Français les uns contre les autres, comme l'a fait Emmanuel Macron depuis 2017, eh bien on se retrouve aujourd'hui, ou même dans son propre environnement politique, eh bien certains se posent la question de sa démission. Je pense par exemple à M. Copé. Vous pensez qu'il pourra tenir jusqu'au bout? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question et je pense que personne autour de ce plateau ne peut répondre à cette question. Moi, vous pourriez dire oui, il est protégé par les institutions, il a été élu par les Français. Bien sûr, non, mais sur le plan du droit, évidemment qu'il est protégé par les institutions. Et heureusement que les institutions françaises sont en granit et qu'elles nous permettent précisément, dans un cadre démocratique parfaitement sain, de prononcer une motion de censure exprimée, votée par le Parlement et très vite de se remettre autour de la table avec un nouveau gouvernement pour poursuivre cette discussion budgétaire. Mais je pense juste que les stratégies de peur, les stratégies du chaos ne fonctionnent pas. Et on ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé au mois de juillet 2024. Est-ce que vous acceptez de répondre à une question de téléspectateur, Jordan Bardella? Avec grand plaisir. Alors je donne la parole à Guillaume Darey. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont revenues justement sur cette attitude d'un vote commun lors de cette motion de censure entre le NFP et les députés du Rassemblement national. Regardez Michel qui nous envoie cette question de Moselle. Marine Le Pen s'est complètement fourvoyée, dit-il, en associant son ego avec celui du NFP. Monsieur Bardella, entre nous, êtes-vous prêt à prendre d'ores et déjà la relève? Qu'est-ce que vous lui répondez? Vous Michel est journaliste à France Télévisions, non, dites-moi la vérité. Pardon? Michel est journaliste à France Télévisions, non, dites-moi la vérité. Non mais écoutez, il n'y a pas une feuille de toute cette période très incertaine que nous avons traversée depuis septembre avec Marine, il n'y a jamais eu une feuille de papier à cigarette. Voilà, moi j'étais à ses côtés, je serai à ses côtés. Et j'ai été à ses côtés dans cette période parlementaire, c'est notre décision. Évidemment que vous savez qu'on prend les décisions à deux, mais je me fie très souvent à son instinct et à son expérience politique. Mais c'est un acte de respect pour nos électeurs. C'est un acte très politique, mais au moins les Français se disent, bah ouais, en fait, quand on vote pour le Rassemblement national, désormais, avec ce premier groupe à l'Assemblée nationale, eh bien, on évite que notre quotidien soit peut-être plus dur. Ça n'avait rien à voir avec ses ennuis judiciaires? Je ne vois pas le rapport. Ah bon? J'ai entendu cet argument de la part de plusieurs observateurs. Je ne vois pas le rapport entre le budget de M. Barnier et les taxes sur l'électricité et le calendrier judiciaire. Bon. Mais si vous avez un argument à me donner en ce sens, je suis prêt à en débattre, mais moi je n'en vois pas. On va laisser la parole à Rachida Dati qui va vous succéder. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.